bienvenue dans l'émission Venez prendre la parole. Et aujourd'hui, nous sommes sur le thème élu local, mission impossible ou mission à repenser. Et pour cela, j'ai le plaisir de recevoir monsieur Philippe Pascot. Bonjour. Bonjour. Et bienvenue. Merci à vous de me recevoir. Philippe, vous êtes aujourd'hui un comédien, un homme de lettres engagé, un lanceur d'alerte, un éveilleur de conscience, si je peux dire. Ouais. Je préfère le mot éveilleur de conscience. Lanceur d'alerte a été un petit peu banalisé, galvaudé, et on risque pas trop notre vie en France quand même. D'accord. Et donc vous êtes également un ancien élu du territoire d'Evry et puis conseiller aussi à la région Île-de-France. Oui, j'ai été un des adjoints de Manuel Valls. Je suis la seule personne qui me soit battue physiquement 2 fois avec lui. Je l'appelle Dark Vador maintenant. Manu, si tu m'écoutes. Et j'ai aussi été conseiller régional, j'étais président de la formation professionnelle et de l'apprentissage sur toute l'Île-de-France. D'accord. Vous venez de sortir un livre qui s'appelle Mensonges et d'État, hein, comme je peux le montrer. Mensonges avec un S. D'accord, donc plusieurs mensonges aux éditions Matinilo. Oui. Pourquoi avoir écrit ce livre qui est le 6e aujourd'hui? Y a-t-il un ras-le-bol du système comme vous le ciblez avec l'État ou Il y a surtout un trop-plein de magouilles, de direction de la société qui se dirige vers une dictature, de corruption qui se met en place, de gens qui te disent qu'ils ont une chemise propre, mais qui en fin de compte ont un slip sale. D'accord, mais ça fait suite un petit peu à vos fonctions d'élu par le passé? Est-ce que vous Ça fait suite au fait que j'ai la capacité de découvrir un certain nombre de choses et de mettre en place un certain nombre de pulses que les gens ne voient pas. Et donc, c'est pour ça que, par exemple, quand Pilleur d'État est sorti, tout le monde est tombé sur le cul. Parce que les gens savaient que les élus faisaient des malversations, savaient que les élus avaient plein d'avantages, etc. Mais ce n'était pas écrit. Ce n'était pas référencé. Moi, je ne fais que dans le factuel. Donc, j'ai référencé tous les avantages et les privilèges que nos élus s'octroient sur notre dos en nous demandant à nous de nous serrer la ceinture. Et ça, il est évident que ça n'a pas plu. Et il est aussi évident que, par exemple, dans Mensonges d'État, j'ai découvert un certain nombre de choses qu'il faut que les gens sachent. Plus on est transparent, moins il y a d'abus. Alors, ça a été un moyen pour vous de vous exprimer autrement que ce que vous faites aujourd'hui à la télé ou dans les radios et même maintenant, j'ai vu que vous faisiez de la comédie maintenant. Alors, je ne fais pas, je suis aussi un fervent défenseur de la souffrance du peuple, hein, pas forcément à travers les Gilets jaunes, à travers la citoyenneté. Et on a trouvé avec Anne-Sophie Basta, qui est une avocate à Lille, qu'il y avait aussi une autre façon de se battre pour faire comprendre à la société qu'il fallait que ça change. C'était de façon ludique, sympathique, mais sincère et vraie, en montant une pièce de théâtre avec et des people et des Gilets jaunes. Ah, super. Et du coup, ça passe quand? 17 janvier 2021, théâtre Sébastopol. Il y a un site sur internet, c'est jgrêve.com. Allez-y, il y a toutes les explications. En espérant qu'on ne soit pas confiné. Écoutez, on ne peut pas vivre dans la crainte. Donc nous, on préfère vivre dans l'espoir. Très bien. Philippe, pour rentrer dans le vif du thème, dans le sujet, être élu local est-il devenu une mission impossible quand on voit la pression du gouvernement et des institutions, ou également les attaques de certaines personnes contre eux? Alors, être élu local, il faut savoir qu'il y en a 700 000 en France, et je le dis toujours, ils ne sont pas tous pourris. Mais par contre, ce que je remarque, c'est que plus on monte en haut de la pyramide, et ceci n'est pas un geste maçonnique, pour ceux qui diraient que je suis franc-maçon, plus on monte en haut de la pyramide, plus malheureusement je rencontre de la corruption. Donc être élu local aujourd'hui, c'est quasiment un sacerdoce. Être élu local, c'est le conseiller municipal que l'on utilise à tort et à travers. C'est les gens qui sont dans la campagne et qui font mieux pour leur commune que de rester assis derrière leur chaise. Donc élu commun, on peut encore être élu aujourd'hui, élu local. Mais ça devient de plus en plus difficile parce que l'élu local a de moins en moins de prérogatives. De moyens aussi. Non, on lui demande de voter, de fermer sa gueule et de rien dire. Et comme nous sommes régis, non pas par la conscience individuelle en politique, mais par la conscience de groupe, c'est-à-dire que si ton groupe dit quelque chose, tu ne dois rien savoir, tu ne dois pas comprendre, tu le fais. Et malheureusement, je le dis toujours, des connards et des voleurs, il y en a même chez moi. Et la politique en France d'un élu qui est dans un groupe,
C'est de dire que les voleurs et les connards, ce n'est que dans le groupe d'en face. Ça, c'est une grosse erreur. Je demande aux élus locaux de reprendre leur propre conscience et pas de voter aveuglément parce qu'on leur a posé sur la table une délibération qu'ils n'ont même pas lue et qu'ils votent en catastrophe à 2 heures du matin. D'accord, donc du coup, ça ramène à ma question suivante. Comment repensez la fonction d'élu pour l'adapter aux évolutions de la société? Pour vous, le citoyen attend quoi de son élu? Sera-t-il un militant, un entrepreneur ou un technocrate, ou bien les trois à la fois? Eh bien, tu veux que je te réponde franchement? Je m'en fous. Du moment qu'il est honnête. Qu'il soit entrepreneur, qu'il soit ouvrier et qu'il ait un minimum de bon sens. On ne demande pas aujourd'hui à un élu d'être le super entrepreneur comme on essaye de nous le vendre à travers Trump. On ne demande pas à un élu d'être un super Kennedy comme M. Macron a essayé de nous le vendre. On demande à un élu d'être éthique, honnête et d'avoir du bon sens. Il faut que les élus arrêtent de voter n'importe quoi, n'importe comment. Déjà, on va progresser. Comment, aujourd'hui, on ne peut pas se rendre compte que de revoter pour autoriser les néoconies, j'arrive jamais à le dire, est une connerie fondamentale. Comment, aujourd'hui, et je suis en train de le voir que des ministres qui disaient le contraire, il y a quelques mois, sont en train de remettre en place le gaz de schiste en France. Mais c'est quoi ces gens? Et il y a des entrepreneurs, et il y a des enseignants, et il y a des tas de fonctions sociales dans l'élu. Donc ne confondons pas la fonction sociale de l'élu avec son simple bon sens. D'accord. Dans un monde ouvert, on a besoin d'un ancrage territorial, citoyen d'ici, citoyen du monde. Ce n'est pas l'un contre l'autre, mais l'un et l'autre. Et aujourd'hui, nous ressentons cette fracture entre le citoyen et l'élu. On le voit par un désintéressement. C'est un abîme. Oui, on le voit par un désintéressement du vote, par des violences, etc. Y a-t-il un besoin de renforcer les échanges entre les citoyens et leurs élus et comment les renforcer? Et il y a besoin que les gens reprennent confiance en la politique. La politique, c'est quelque chose de noble, mais ces gens-là en ont fait quelque chose de vil. Aujourd'hui, les gens ne vont pas voter parce qu'ils ne savent plus pour qui voter. Ceux qui ont voté pour la gauche, ils se sont fait baiser par la gauche. Ceux qui ont voté par la droite se sont fait baiser par la droite. Ceux qui ont voté le nouveau monde se sont aperçus qu'en fin de compte, le nouveau monde, il était pire que l'ancien monde. Les gens n'ont pas forcément encore envie de voter pour les extrêmes. Donc, qu'est-ce qu'ils font les gens? Comme de toute manière, nos élus, tous partis politiques confondus, refusent de mettre en place le vote blanc, refusent de mettre en place un certain nombre de choses pour que les gens retournent voter. De considérer plutôt le vote blanc, parce qu'aujourd'hui, il est mis en place, mais il n'est pas considéré. Il est mis en place, mais il ne sert à rien. Oui, il n'est pas considéré. Voilà, mais quand je dis mettre en place le vote blanc, c'est-à-dire que le vote blanc devienne un vote exprimé. Qu'à la limite, on fasse un vote obligatoire. Mais aux dernières élections présidentielles, il y a quand même eu X listes. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas eu une représentation. Non, mais ça, c'est la fausse image de la démocratie. Plus vous multipliez le nombre de listes qui se présentent, plus vous êtes sûr que les 2-3 connards dominants sont réélus. Parce que vous émiettez. Donc trop de démocratie, ça tue la démocratie. Vous allez voir aux prochaines présidentielles, il va y avoir 15-20 candidats. 20 candidats. Vous pensez? Mais je ne pense pas, je suis sûr. Il y en a déjà 27 qui se sont déclarés. À partir du moment où il y aura 20 candidats, mais les deux partis dominants qui font que 10% des voix. Qui font que 10% des voix. À peine. Vont se retrouver au deuxième tour. Tous les autres qui vont faire 1,5, 1, 0,5, etc. C'est de la fausse démocratie. Trop de démocratie tue la démocratie. D'accord, donc du coup, pour vous, c'est quoi alors la solution aujourd'hui? Je ne suis pas Dieu, je ne suis pas une assistante sociale, et je ne suis pas un gourou, contrairement à tous les gourous qui sont en train de se répandre sur le net en disant « moi, j'ai la solution ». Je n'ai pas forcément la solution. Je constate que le système qu'on met en place est un système qui verrouille la démocratie. Il faut qu'on se pose et qu'on dise comment on peut faire autrement. Et les solutions vont émerger. Et moi, je n'ai pas une baguette magique. Tu te rappelles le feuilleton à la télé avec le nez? Oui. Donc, moi, j'y arrive pas encore. Je m'entraîne, mais j'y arrive pas. Donc, il faut y réfléchir et trouver d'autres systèmes de démocratie. Il faut regarder ce qui se passe ailleurs. Il y a des endroits qui sont 1000 fois plus démocratiques que nous. Est-ce que vous savez, par exemple, qu'il y a des pays comme l'Uruguay, qui est un pays qu'on montre du doigt, bien entendu, parce que c'est des pays émergents, etc., ont accordé l'avortement en 1913. Ça pose des questions quand même par rapport à notre démocratie. Regardons, analysons et pondons quelque chose qui soit un peu plus participatif, mais pas non plus hyper contraignant. Il ne s'agit pas de tomber dans un régime totalitaire où on vote tous les jours. C'est impossible et c'est invivable. Mais c'est pas, ce que je veux dire, c'est que c'est pas uniquement
ça ne doit pas venir uniquement du gouvernement, ça doit Mais venir non, de ça la, doit du peuple. ça vient- ça doit venir de tout le monde. Il Pas faudrait, que du peuple, mais de tout le monde. il faudrait-il encore que nos gouvernants écoutent le peuple. Parce que je rappelle quand même qu'il n'y a pas tellement longtemps, il y a des trucs qui se sont appelés le grand débat, le vrai débat, la convention citoyenne des citoyens, et puis j'en passe et des meilleurs. Est-ce qu'une seule des propositions a été appliquée? Une seule. Du vent. On n'écoute pas le peuple. On fait semblant de l'écouter. Aujourd'hui, malheureusement, nous sommes en train de nous diriger vers une démocratie de dictature. C'est-à-dire qu'on fait semblant de dire que vous êtes libre, on fait semblant de dire que vous faites ce que vous voulez, mais surtout, vous êtes plus libre. La preuve, à 21h, on est chez nous. Et surtout, ne dites pas n'importe quoi parce que sinon, on vous attaque. Parce qu'aujourd'hui, il faut le savoir en France, le délit d'opinion qu'on montrait du doigt en Russie, qu'on montrait du... Et ça arrive, hein. Aujourd'hui, tu peux te faire arrêter en France, même si tu n'as rien fait. Et a fortiori, si tu n'as rien fait, on vient te chercher entre les 72 heures en garde à vue. C'est quoi ce pays démocratique? C'est quoi ce pays de liberté? Le problème, il est là, c'est qu'ils sont en train de verrouiller la société. Quand aujourd'hui, tu ne peux plus faire un pas sans qu'on sache ce que tu fais, quand on sache ce que tu dis, quand aujourd'hui je vois, et je ne suis pas communiste, quand je vois qu'une chaîne comme RT, le gouvernement a obligé de mettre une annonce en dessous, cette télévision est financée par Poutine. Ok. Pourquoi ils ne le font pas pour Bolloré? Canal+ est financé par Bolloré. Et pourquoi ils ne le généralisent pas, vous voulez dire non? C'est là où je vais t'expliquer que la liberté d'expression commence à être verrouillée. On te la dirige, la liberté d'expression. Tu as le droit de dire ça, mais surtout, tu n'as pas le droit de regarder ailleurs. Et ça, c'est encore plus dangereux parce que les gens n'ont pas l'impression que ça va mal. Quand aujourd'hui, parce que tu sors dehors promener ton chien, et je l'ai vu, tu te prends une amende de 135 €. Quand aujourd'hui, tu vas manifester de façon pacifique et que tu reviens avec un œil en moins, c'est quoi cette démocratie, les enfants? Quand aujourd'hui, tu t'aperçois que malgré les images qu'on t'a montrées à la télé, de violence, de méchants manifestants, d'émeutiers, notez bien, c'est comme ça qu'ils disaient les journalistes payés, d'émeutiers, et que quand tu vois sur les 800 personnes qui ont été mises en prison, il n'y a pas un seul black bloc. Non, après, il y a eu de la manipulation d'images des deux côtés. Puisqu'il y a une image aussi où on voit une infirmière qui a été tabassée par les forces de l'ordre, mais ce qu'on n'a pas vu, on n'a pas vu l'envers le pavé qu'elle avait lancé, mais dans ce genre de choses, c'est jamais blanc, c'est jamais noir. Ah, on est d'accord. Sauf que, dis-toi toujours qui tient le bâton. Je vais te donner un exemple parce que moi je l'ai vécu. Quand tu fais une manif pacifique, et que tu es en train de marcher dans la rue avec des gens comme toi, comme moi, puis d'un seul coup, tu as une rangée de CRS qui te bloque devant, sans raison. Et puis d'un seul coup, tu as une rangée de CRS qui te bloque derrière, dans la rue, hein, sans raison. Et puis qu'on te laisse macérer pendant 3 heures, 4 heures, en t'empêchant d'avancer, en t'empêchant de reculer, en temps en temps te resserrant pour que tu sois bien tassé au milieu des vieillards, des enfants, des femmes. Qu'est-ce qui se passe au bout de 4 heures? Moi, le premier. Ah ouais, les mecs, ça suffit, hein, laissez-moi passer. Hein. Donc, tu as un geste. Déplacé, oui. Et c'est parti, c'est ce qu'ils attendaient. Et là, tu as les gaz lacrymogènes, et là, tu as les LBD, et là, tu as les charges, etc. Donc, c'est pas si simple la manipulation. Mais quand la manipulation est organisée, il ne faut pas se servir des réponses pour dire c'est eux les coupables. Moi, je dis simplement, et je l'ai vu. Je l'ai vu. Je vais vous donner un truc vachement simple. J'aime bien être carré. J'étais sur les Champs-Élysées quand ils ont fait brûler le Fouquet et les trois trucs où on vend des livres. Ah oui, les 3 librairies. Les 3 librairies de rue. Il faut que vous sachiez, et sachez-le bien, que les Champs-Élysées sont une des rues les plus camérales, où il y a le plus de caméras de surveillance en France. Tous les 3 mètres, il y a une caméra de surveillance sur les Champs-Élysées pour surveiller les boutiques des riches, pour surveiller, etc. Toutes ces caméras sont relayées au PC de la préfecture. D'accord? Vous suivez? Toutes ces caméras sont relayées au PC de la préfecture.
où il y avait un certain nombre de gens qui surveillaient la manif. Quand ils ont vu le première librairie se faire incendier par une dizaine de connards, dont un ou deux gilets jaunes manipulés, et qu'ils les ont vus se diriger sur la deuxième. Bizarre, pourquoi ils n'ont pas envoyé les forces de l'ordre? Quand, pris de court, la deuxième s'est mise à brûler, et qu'ils les ont vus se diriger vers la troisième, pourquoi ils n'ont pas envoyé les forces de l'ordre? Eh bien, ils ne les ont pas envoyés. Donc, à un moment donné, tu te poses des questions. Moi, j'ai vu sur une manif, j'étais à la gare du Nord, j'ai vu une cinquantaine de mecs, et ce que je dis est du factuel puisque c'est moi, j'ai vu une cinquantaine de mecs descendre d'un train à la gare du Nord, habillés de noir, avec des bêtes de baseball dans la main, ce qu'on pouvait penser être des bêtes de baseball, pas un contrôle. Moi, ce jour-là, avec mon petit chapeau et mon écharpe, j'ai été contrôlé 5 fois pour aller en manif. Tu te poses des questions. Et je peux t'en citer plein des exemples. Je vais t'en citer un autre juste pour finir. J'étais à la place d'Italie, célèbre place d'Italie, quand on nous a amassés, quand on nous a mis dans un endroit, en faisant bien attention la veille de ne pas retirer les outils, de ne pas retirer les panneaux de chantier, les pavés, en les laissant bien au milieu, en assant les gens pendant 4 heures, 5 heures sur une place, alors qu'on était dans les règles, alors que la manifestation était déposée, alors qu'on devait démarrer à telle heure, et que ce préfet, qui ressemble bizarrement à des préfets d'une certaine époque, hein, qui partaient des gens, ou des types en 62 qui donnaient des ordres, des préfets de Paris qui donnaient des ordres pour qu'on coince les gens dans les bouches de métro ou qu'on les jette dans l'eau. Et bien ce préfet qui avait bloqué les gens, je dis ce préfet est coupable de tout ce qui s'est passé. Moi, le jour de la manif sur les Champs-Élysées, alors que ma femme était intoxiquée depuis 3 heures à côté de moi, et qu'avec 10 personnes, on a vu des flics aller chercher quelqu'un dans la manif, le sortir de la manif avec un sac. Écoutez bien, parce que ce que je vous dis, je l'ai vu. Ils ont fait ouvrir le sac au mec. Dans ce sac, il y avait une clé à molette grande comme ça. Le mec, il a parlé 2 minutes avec les flics. Ils ont remis la clé à molette dans le sac. Ils ont refermé le sac et le mec, il est rentré dans la manif. Il n'y a pas un problème? Moi, je pense qu'il y a un gros problème. Et nous sommes en train de le vivre aujourd'hui. Et moi, je dis et j'affirme que la plupart des violences ont été engendrées par la manipulation du préfet et du gouvernement. Mais ça n'empêche pas qu'il y a quelques connards chez les Gilets jaunes. Ça n'empêche pas qu'il y a quelques abrutis qui sont avinés à la bière. Oui, quelques abrutis qui sont avinés à la bière et qui ne comprennent rien au fait qu'il faut d'abord être calme plutôt que de taper. On n'y peut rien. Il y a des connards partout. Et comme chez les flics, ils ne sont pas tous abrutis, les flics. Ils ne sont pas tous abrutis. Non, oui, bien sûr, tout à fait. Mais à partir du moment où le gouvernement ne vous punit pas, à partir du moment quand vous faites des choses, on vous laisse faire malgré les règles. Pourquoi vous voulez que les mecs ne continuent pas? À partir du moment où quand un policier porte plainte contre toi ou moi, en disant tu m'as insulté, outrage à agent, garde à vue, tribunal, 600 € de dommages et intérêts. Je peux vous assurer, on en a les preuves, qu'il y a quelques flics véreux qui ont trouvé leur 14e ou leur 15e mois grâce à ça. Et qui s'est devenu chez eux une machine, à 2 ou 3, de dire que quelqu'un les avait insultés, de le déclarer sous serment, les 3 flics ensemble, et la personne se retrouve avec 600 ou 700 € de dommages et intérêts versés aux flics derrière. Et on le sait, on a les preuves, puisqu'on a même des fois où la vidéo qui a été prise, merci les vidéos aujourd'hui, qui a été prise par des gens autour, prouvait le contraire de ce qu'affirmaient les flics. Est-ce que ces flics ont été punis? Non. Donc quand on met un système en place où on laisse les sadiques faire ce qu'ils veulent, oui, mais c'est un bonheur. C'est pas. Combien de ce gouvernement est nouveau. Il n'y a pas eu que ce gouvernement. Il y a eu plusieurs gouvernements avant. Mais moi, je suis ok, mais je les mets tous dans le sac. Hein. Avant, après, tout ça, c'est la conséquence de. Parce qu'on a eu, comme vous dites, la gauche, la droite. Ah, mais je suis entièrement d'accord et je ne suis pas là pour faire de l'anti-macronisme. Je dis simplement que ce mec-là a industrialisé la répression. Industrialisé. C'est la première fois depuis quand même 1958 qu'on crève les yeux des manifestants. Monsieur. Oui, mais là, c'est pas. Non, mais c'est la première fois. Oui, mais c'est un geste. Pardon? Non, mais je veux dire, c'est un geste. C'est un geste de quoi? 56? Non, mais je veux dire, c'est pas le président de la République qui a ordonné. Et c'est qui?
c'est un geste déplacé de la Alors, part de la police, mais c'est pas... ok pour le premier. Et les autres? Moi, je suis responsable dans mon entreprise. Il y a un mec qui fait une faute, il n'en fera pas deux. Là, on ne parle pas d'une faute. On parle d'une systématie et des ordres pour taper dans la tête des gens. Je suis désolé, le président, il est responsable. Il intervient bien pour n'importe quelle connerie. Le soir même, on le retrouve à 20h30 à la télé. Ben là, vous l'avez entendu dire quelque chose? Non. Donc le président est responsable. C'est trop facile, la formule que je connais bien depuis Madame du foie ou du bois, je sais plus. Responsable mais pas coupable. Non, non. T'es patron de ton entreprise, t'es responsable. T'es patron du gouvernement, t'es responsable. Et t'as laissé faire. Il suffit de donner un ordre. Hein. Et les LBD au placard. Il l'a donné cet ordre? Non. Donc c'est trop facile de le dégager. Moi, je dégage personne à partir du moment où ils sont responsables. Ok, on a bien compris ce ras-le-bol du système actuel et qu'il faut changer ce système. Mais rendez-vous compte du nombre de gens qui sont en souffrance. Moi, je connais des gens qui gagnent 500 € par mois qui dorment dans leur voiture. Non, là-dessus, on est tout à fait... Qui dorment dans leur voiture. Et à côté de ça, vous voyez un type comme Air France qui vient de se taper 36,2 millions de retraites de stock option après 2 ans. 36,2 millions. Et à côté de ça, 500 € par mois. Et on vient vous demander de vous retirer 50 € sur les APL. On vient de vous dire, attention, vous ne pourrez plus travailler. Parce que là, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? On nous a confinés. Mais tous les petits auto-entrepreneurs, tous les mecs qui font du service à domicile, ils vont vivre comment? Par contre, mais il n'y a pas de problème, on a trouvé de l'argent pour donner la subvention à Alstom, à Peugeot, à toutes ces grosses entreprises qui, en plus, licencient. Non, on revient toujours pareil, c'est la répartition qui pose problème. Mais on est bien d'accord, mais qui donne les ordres de la répartition? Il y a des lois hein, qu'on ne les applique pas. Comment ça se fait qu'on a bloqué les salaires, les dividendes des fonctionnaires pendant 10 ans, et par contre, les dividendes des actionnaires n'ont jamais autant augmenté? On ne les a pas bloqués. Ah oui, parce que là, on est côté privé et que le privé reste privé. Et alors aujourd'hui. Il suffit d'une loi. Hein. Oui, mais c'est plus compliqué. Tu vois, là, la dictature, c'est intéressant. Là, c'est le gouvernement rentrerait dans la vie. On est d'accord, oui, et puis il ne rentre pas dans la vie des gens. Mais oui, non, mais je suis d'accord avec vous, mais il y a des inégalités, bien sûr, il y a des inégalités. Il y a même des pays où un jour, ils ont déclaré, et ça va arriver en France, où tu peux rentrer chez les gens pour savoir si tu as des invités chez toi. Tu peux rentrer en Australie, tu peux rentrer chez toi, chez les gens, avec les flics, pour savoir s'il y a des invités chez toi. Par contre, rentrer sur le compte en banque d'une entreprise parce qu'il a fraudé, putain, ça devient hyper compliqué. On touche à la liberté. On ne peut pas faire ça. Vous vous rendez compte, c'est mon compte en banque. Il est où aux îles Caïmans? Vous n'avez pas le droit d'aller aux îles Caïmans pour savoir comment j'ai dissimulé mon pognon. Ça, c'est inadmissible, monsieur. Par contre, savoir que vous recevez quelqu'un chez vous, j'ai le droit de venir sans votre autorisation chez vous. Et j'ai un problème par rapport à la notion de liberté pour les uns et de liberté pour les autres. J'ai un gros problème quand même. Mais ça, les gens ne voient pas. Moi, je suis là pour l'écrire. Et je l'écris. Et pour le dire. Est-ce que tu sais que dans un pays, je l'ai mis dans mon songe d'État, il n'y a plus d'eau. Ah ben l'eau, ça devient une denrée rare. Non, dans ce pays-là, il n'y a plus d'eau. Tout l'eau a été achetée par une grande marque de soda. Donc les gens ne sont plus propriétaires de l'eau de leur pays. Quand on te dit « t'as soif », on ne te dit pas « tu veux un verre d'eau » ? Tu veux un coca? Oui. Alors que l'eau, c'est vital. Eh bien, l'eau n'appartient plus au peuple. L'eau appartient à une entreprise privée. Qu'est-ce que tu fais derrière ça? Ils ont même trouvé un truc super là-bas. Génial. J'ai découvert, le reste c'est dans mon livre, j'ai découvert que le président de la République du pays, depuis 1974, était payé par l'entreprise de soda. Et il y est toujours. Donc le président de la République de ce pays-là est payé par une entreprise privée. Il n'y a plus d'eau qui appartient au peuple, elle appartient à cette entreprise privée. Et comme les gens sont de plus en plus pauvres, parce que c'est un système qui n'entraîne que vers la pauvreté, ils ont trouvé un super truc vachement simple. Ils ont inventé le soda pour les pauvres. Je te jure, c'est vrai. Je fais que dans le factuel. Donc comme les gens puissent payer une grosse bouteille comme ça, tu sais un petit peu, etc. Oui. Ils ont inventé une petite bouteille comme ça à 2 pesos. Donc t'es pauvre, t'as 2 pesos, je vais dire une connerie, hein, 1 euro qui traîne, tu peux quand même te payer ton petit soda. Ils font dans le social, ces gens-là. Mais
j'ai pas la même notion que du social. Ah oui, là, on l'a bien compris. Je pense qu'ils vont dans l'esclavagisme. Et donc, Philippe... Pardon. Non, on donne la parole. Le thème de l'émission, c'est venez prendre la parole. Donc, vous venez prendre la parole. Philippe, y aura-t-il un 7e livre où allez-vous trouver un autre moyen, une autre façon de vous exprimer sur ces inégalités et ces mensonges qu'on... Il y a un 7e, 8e livre malheureusement en préparation, où je découvre tous les jours, et encore plus, des décrets, des lois qui ont été passées en douce pendant le confinement. Je vais vous en donner une, moi, qui me rend fou. Donc, avant le confinement, tu n'avais pas le droit de mettre des pesticides, plus je dis une bêtise, hein, de 10 mètres des maisons. Pendant le confinement, ils ont passé un décret comme quoi on peut les passer à 1 mètre. On peut maintenant pulvériser à 1 mètre des maisons. Mais c'est génial. Il faut juste que les gens sachent. Parce que tout ça, ça se fait en dehors de la transparence. Tout ça se fait dans l'opacité. Donc moi, mon rôle, c'est de dire, tant qu'on peut, parce que c'est pas dit qu'en France, on puisse encore longtemps. D'accord. Et Philippe, on a un rituel aujourd'hui dans notre émission, c'est le jeu de mots. Ouais. Je vous donne un mot, puis vous me dites ce qu'il évoque pour vous. Okay. La première chose qui vous passe par la tête. Si je vous dis environnement. Catastrophe. Si je vous dis numérique. Mal géré. Si je vous dis local. Vital. Si je vous dis humanité. Triste. Si je vous dis enfin bonheur. Conscience. L'émission arrive à sa fin, Philippe. Quel message souhaitez-vous transmettre aux générations présentes et aux générations futures? Battez-vous. On est dans une guerre à mort. Si les gens ne se réveillent pas, ne se lèvent pas de façon pacifique, hein, je n'appelle pas à la violence. Si les gens ne se réveillent pas, ne se lèvent pas en masse, la société de demain va avoir 2 types d'individus. Une petite minorité qui choisit et qui décide, l'immense majorité qui subit et qui survit. Sur ces belles paroles, merci beaucoup Philippe d'avoir accepté notre invitation. C'était un plaisir. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles rencontres.